Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler marché baissier et dividendes. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais en fait tu vas comprendre, c'est pas déconnant, parce qu'en fait, investir dans les dividendes en marché baissier, ça va permettre de booster nos rendements. Je t'explique tout ça durant la vidéo. Par contre, il y en a beaucoup qui parlent de récession. Pour l'instant, on est plutôt en bear market selon moi, donc en marché baissier, on est loin de la crise de 2008 ou de 1929. Alors c'est possible qu'on rentre en récession dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, ou même les prochaines années, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Par contre, ce que je fais personnellement, c'est que j'accumule du cash, et dès que je vois une bonne opportunité, eh ben je fonce. Et en ce moment, vu que les marchés sont à la baisse, on va avoir de plus en plus d'opportunités. D'ailleurs, je te présente deux actions en fin de vidéo. La première a des rendements en dividendes entre 3 et 4%, la deuxième entre 6,5 et 7%. C'est juste énorme, si tu veux venir rentier grâce à la bourse, je pense que ces deux actions vont beaucoup te plaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, déjà ça me fait extrêmement plaisir, et en plus ça permet de la développer et donc de sortir du contenu de meilleure qualité. Allez, let's go, c'est parti, on commence tout de suite. Si tu n'habites pas dans une grotte, tu as sûrement entendu parler de récession en 2022. Il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet qui annoncent une récession dans les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois. Sur Instagram, c'est après pareil, il y a plein d'experts en finance qui annoncent qu'il y aura une récession en 2022. Il y a également des articles de grands journaux internationaux qui annoncent que oui, il y aura une récession, une crise économique en 2022, et c'est d'autant plus flippant quand c'est des grandes personnalités telles que par exemple Michael Burry qui annonce qu'il y aura potentiellement une récession à venir, ou le grand Elon Musk, qui est très connu grâce à Tesla et SpaceX, qui annonce que potentiellement il y aura une récession, une crise économique aux États-Unis et qu'elle devrait s'étendre au monde entier. Quand on entend ça, évidemment, on peut avoir peur et se dire que la finance c'est fini, la bourse c'est fini, on garde tout en cash et on arrête. Sauf qu'il y a l'inflation qui arrive, qui est déjà même très haute, donc évidemment si on garde tout en cash, on va perdre de l'argent. Et en plus, je vais te montrer dans cette vidéo que investir en temps de crise, en fait, ça peut être très profitable. Vu que tout le monde parle de récession et de crise économique, je me suis dit, je vais regarder ce qui s'est passé avant, vu qu'on a déjà eu plusieurs crises, et est-ce que ça a été dévastateur pour les investisseurs. Pour ça, j'ai ici le rendement du S&P 500, année après année, classé par rendement. Tout à gauche, la première colonne, donc en 1931, le rendement du S&P 500 était compris entre moins 40% et moins 50%. En contrepartie, tout à droite dans la dernière colonne, en 1954 et 1933, les rendements du S&P 500 étaient compris entre 50% et 60%. Et ça pour toutes les années jusqu'en 2016. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que le S&P 500 suit à peu près une loi normale si on prend les rendements année après année. Donc c'est une courbe sous forme de cloche, et la moyenne c'est au milieu. Donc la moyenne des rendements du S&P 500 sur le très long terme, c'est 10 à 20%. Donc on voit déjà que si on investit sur le très long terme, on va être gagnant. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxième point très important, c'est que le S&P 500 est positif 74% du temps. En fait, ça se voit assez simplement. Les cases bleues, c'est celles qui sont positives, les cases grises, celles qui sont négatives. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de cases bleues que de cases grises. Et pour être plus précis, il y a 74% de cases bleues, et le reste, c'est des cases grises. Donc en fait, on voit qu'en investissant sur le S&P 500, 75% du temps, on va être rentable. En tout cas, 75% des années, si ça se passe comme ça s'est passé avant, on va être rentable. Donc même s'il y a des grosses crises, potentiellement, les années d'après vont forcément être positives parce que on a beaucoup plus d'années positives que d'années négatives. Autre point très important, c'est que le S&P 500 a eu un rendement inférieur à 20% uniquement 6,6% du temps. C'est ce que j'ai encadré en orange sur le graphique, et on voit que la pire performance du S&P 500, c'est en 1931, c'est entre moins 40 et moins 50%, mais déjà en 1931, on n'avait pas la même économie qu'aujourd'hui, donc ça va être difficile de comparer. La seule année qu'on peut vraiment comparer, c'est celle de 2008, donc la crise des subprimes, où les rendements du S&P 500 étaient compris entre moins 30% et moins 40%, et là, oui, aujourd'hui, on peut se dire que s'il y a une crise, on peut faire à peu près comme celle de 2008 des subprimes. L'économie n'a pas énormément changé par rapport à l'époque, même si elle a un petit peu changé par rapport à 1931, c'est beaucoup plus proche. Donc, si on parle de récession, en tout cas ceux qui en parlent, peuvent évidemment la comparer à la baisse de 2008. Pour te faire l'analyse complète, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai pris les grandes crises de l'histoire et j'ai regardé les rendements sur les 2 à 3 années qui ont suivi.
Première crise, le premier choc pétrolier en 1975. En 1974, les rendements du S&P 500 étaient de moins 20 à moins 30%, donc grosse chute. Par contre, dès l'année suivante, en 1975, donc le fameux choc pétrolier, le S&P 500 est monté de 30 à 40%, et l'année encore d'après, en 1976, il est monté de 20 à 30%. Donc on voit que les 2 années qui ont suivi une énorme chute, celle de 1974, étaient en fait juste énormes pour les investisseurs, fallait absolument pas les rater, parce qu'on avait des rendements de plus de 30% sur uniquement un an. Deuxième crise, c'est en 1993, la crise du système monétaire européen. En 1993, le S&P 500 a gagné entre 10 et 20%. L'année suivante, en 1994, le S&P 500 était toujours positif entre 0 et 10%. Et en 1995, super année pour le S&P 500, puisqu'il a gagné entre 30 et 40%. Donc on voit qu'on retrouve après le même pattern, une crise, même si là bon c'était positif, mais les années qui ont suivi étaient excellentes. Troisième crise, et la plus récente, celle de 2008, crise des subprimes. On voit qu'en 2008, j'ai déjà dit, le S&P 500 a chuté très violemment, entre moins 30 et moins 40%. Par contre, l'année suivante, 2009, le S&P 500 s'est redressé et a gagné entre 20 et 30%. Et l'année encore d'après, en 2010, ça a gagné entre 10 et 20%. Donc on voit qu'une grosse année de perte a engendré 2 super années à la suite. Donc si on était en cash en 2008 et qu'on ratait la grosse montée de 2009, eh ben on aurait raté entre 20 et 30% de gains sur uniquement une année, ce qui est vraiment dommage quand on est investisseur. La seule crise qui fait exception à la règle, disant que les années qui suivent une grande crise sont exceptionnelles, c'est la crise de 1929, la Grande Dépression. En 1929, le S&P 500 a perdu entre 0 et 10%. L'année suivante, en 1930, le S&P 500 a perdu entre 20 et 30%. Et encore l'année d'après, en 1931, ça a été catastrophique, la pire année du S&P 500, entre moins 40 et moins 50%. 1932, encore une année après, on était toujours en négatif entre 0 et 10%. Par contre, en 1933, là, ça a juste été énorme. Le S&P 500 a gagné entre 50 et 60%. Ça, c'est juste énorme. Donc on voit que là, dans ce cas-là, on a eu 4 années qui étaient très difficiles pour le S&P 500. Par contre, on a une 5e année qui a explosé à la hausse. Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on ne peut pas déterminer quand est-ce que vraiment la tendance va se retourner. Dans les cas précédents, c'était au bout de la 2e année, c'était juste exceptionnel. Là, pour le 1929, c'était au bout de la 5e année. Par contre, en 5e année, on a eu une hausse spectaculaire du S&P 500. Par contre, 1929, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus éloigné que les crises que j'ai présentées juste avant, donc je pense que la comparaison est un peu plus compliquée à faire. Que peut-on conclure de cette analyse ? Ce qu'on peut voir, c'est que les années qui suivent une grande crise sont souvent explosives à la hausse avec des rendements de plus de 30% sur le S&P 500. Par contre, on ne sait pas vraiment quand ça va arriver. Pour la crise subprime, c'était l'année juste d'après, en 2009. Par contre, pour la Grande Dépression de 1929, c'est arrivé 5 ans après, mais avec des rendements qui étaient d'autant plus importants, puisqu'on parle de plus de 50% de gains sur le S&P 500. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est positionné sur les marchés, oui, sur le court terme, on risque de perdre de l'argent, parce que les marchés sont à la baisse. Par contre, quand ils vont se reprendre, on risque d'avoir une belle jambe haussière avec des gains qui vont être juste énormes. Donc en fait, investir en temps de crise, ça va permettre donc de prendre ce train haussier au moment où il va arriver. C'est difficile de savoir quand est-ce qu'il va arriver, donc en fait, se positionner régulièrement, attraper les bonnes opportunités, est selon moi une bonne stratégie sur le long terme. La deuxième raison pour laquelle je ne vais pas tout vendre et même je me positionne petit à petit sur les marchés financiers, c'est les boucles de rétroaction des marchés. Des boucles de rétroaction positives ou négatives. Alors le terme est assez barbare, mais en fait c'est assez simple à comprendre, je vais te le faire par une analogie. Imaginons, tu es un requin, tu as besoin de te nourrir de poissons, et dans la zone où il y a les poissons, il y a des pêcheurs, donc il y a un risque que tu te fasses pêcher. Donc dans cette zone-là, il y a très peu de poissons, mais il y a beaucoup de requins. Évidemment, c'est pas rentable d'y aller, parce que tu risques de te faire pêcher, et en plus, tu as peu de chances de trouver des poissons. Donc il y aura moins de requins, et les poissons vont se développer parce qu'ils vont se faire moins manger. Là, c'est toujours pas rentable, parce qu'il n'y a pas assez de poissons selon toi, et les risques de se faire pêcher sont trop grands. Donc le nombre de requins va encore diminuer, le nombre de poissons va encore augmenter. Par contre, là, il y a tellement de poissons que ça commence à être rentable. Parce qu'en fait, le fait de se faire pêcher devient faible par rapport au nombre de poissons que tu risques de trouver pour te nourrir sans vraiment faire d'efforts. Donc là, le nombre de requins va augmenter et le nombre de poissons va diminuer. Et on comprend que sur le long terme, on va avoir des boucles, des oscillations qui vont tendre vers un équilibre. On retrouve exactement la même chose en bourse. Prenons une action qui paye des dividendes. J'ai ici, par exemple, l'évolution du prix
c'est la courbe qu'on voit avec les différents points, et les petites bubbles bleues qu'on voit, c'est les rendements en dividendes. Si le prix de l'action augmente, les rendements vont être évidemment plus faibles, puisque les rendements, c'est les dividendes divisés par le prix en bourse. Donc évidemment, le dividende reste fixe. Si le prix augmente, on va avoir un rendement qui est plus faible. Dans mon exemple, 2%. Si l'action diminue au niveau du prix, les rendements vont augmenter, parce que lui, le dividende va rester fixe, et donc on va atteindre par exemple 4%. Imaginons que 4%, c'est toujours pas assez. Les prix continuent à descendre, parce qu'en fait personne ne veut vraiment acheter l'action. Le risque que l'action baisse est trop élevé par rapport au rendement de 4%. Donc si le prix baisse, les rendements de dividendes vont encore augmenter et atteindre 7%. Par contre, là, les investisseurs vont se dire, bon d'accord, l'action peut diminuer, mais j'ai quand même 7% de rentabilité. Là, on va avoir un équilibre qui va se faire en se disant que, ok, le risque, en fait, est pas si élevé que ça par rapport au rendement de 7% que je peux avoir. Donc les investisseurs vont acheter l'action juste pour avoir les 7% de rentabilité en dividende, et ça va propulser l'action un petit peu vers le haut pour atteindre par exemple 4% de rendement. Et on voit qu'on a le même phénomène d'équilibre, en tout cas d'oscillation qui va arriver. Si les dividendes ont des rendements beaucoup trop élevés, les investisseurs vont évidemment acheter. Deuxième point qu'il faut savoir, c'est que les fonds d'investissement doivent investir leur argent. En ce moment, en plus, il y a de l'inflation. Donc s'ils gardent l'argent en cash, en fait, ils vont en perdre. Donc il faut qu'ils l'investissent sur un support. Alors ça peut être autre chose, des obligations, les crypto-monnaies, mais ça peut être la bourse, surtout quand on a des rendements très élevés grâce aux dividendes. Pour bien comprendre le phénomène, je vais prendre deux exemples et je te présenterai donc deux actions. La première action, c'est Cisco, une entreprise américaine spécialisée en tout ce qui est réseau, qui fait pas mal d'argent et qui augmente ses dividendes chaque année. Donc c'est très intéressant, si tu veux devenir rentier grâce aux dividendes, je pense que tu peux t'intéresser à Cisco. Ici, j'ai du plus court terme. J'ai l'évolution du rendement des dividendes depuis le début de l'année 2022 jusqu'à fin juin 2022. Les chiffres que tu vois en bas, de 1 à 26, représentent la semaine de l'année 2022. Donc début d'année 2022, les rendements dividendes de Cisco étaient de 2,5%. À la 6e semaine, c'était à 2,8%. Donc on voit qu'en un mois et demi, les rendements ont déjà bien monté. La 17e semaine de l'année, on était à 3,1%. Et aujourd'hui, donc fin juin 2022, on est à 3,5% de rendement en dividendes pour Cisco. Tout ça, ça représente une augmentation de 40% des dividendes en uniquement 6 mois. C'est juste énorme et on voit que si l'action continue à baisser, le rendement en dividende va continuer à monter jusqu'à un moment où on arrive à un point de bascule, puisqu'en fait les rendements vont tellement être élevés que tout le monde va vouloir investir en Cisco et donc le prix va repartir à la hausse. Et justement, si on regarde le prix de Cisco sur le long terme, donc en format hebdomadaire, chaque bougie représente une semaine de cotation par rapport au début de l'année, donc c'est ma flèche rouge. Donc si je prends fin 2021 jusqu'à aujourd'hui, on est quasiment 33% de perte pour Cisco, 32,8%. Quand on regarde le prix, c'est celui de fin 2020 à peu près. Donc en fait, il y a eu une grosse jambe baissière pour Cisco. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de consolidation qui est en train d'apparaître sur les graphiques, ce qui peut dire que potentiellement la baisse est en train de s'essouffler et il y aura potentiellement un petit rebond à la hausse. Ou ce qui peut aussi arriver, c'est que on va stagner aux alentours des 45 $ pour repartir encore plus fort à la baisse. Ça, on ne peut pas le déterminer pour le moment. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si le prix continue à baisser, on va avoir des rendements dividendes qui vont augmenter et potentiellement les investisseurs vont se dire que c'est un bon investissement. Sachant qu'en plus là, ça a déjà bien baissé, donc je pense qu'il y a déjà des investisseurs qui se disent que potentiellement Cisco est un bon investissement et que ça peut repartir à la hausse dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et si on regarde les fondamentaux de Cisco, c'est plutôt bon. Quand on regarde une marge brute en moyenne sur 5 ans de plus de 63% et une marge nette en moyenne sur 5 ans de quasiment 22%. Quand on est à plus de 20%, selon Warren Buffett, c'est qu'on a un avantage concurrentiel sur le marché sur lequel on est positionné. Cisco, je pense que c'est le cas. Sachant qu'en plus, depuis le début de l'année, la marge bénéficiaire nette est montée. On est passé de quasiment 22% à plus de 23%. Donc on voit que la tendance est plutôt bonne pour Cisco, ils sont en train de faire de plus en plus d'argent. Le deuxième exemple, et donc la deuxième société que je vais te présenter cette semaine, c'est Simon Property Group, une société américaine, une foncière cotée, et qui dit foncière cotée dit souvent gros dividendes. Comme tu peux l'anticiper, fin juin, on était quasiment à 7% de rendement en dividendes pour cette société, ce qui est plutôt pas mal. Ici, j'ai le même graphique que je t'ai présenté pour Cisco, donc en bas, les chiffres de 1 à 26 représentent la semaine de l'année 2022, et la courbe, c'est le rendement en dividendes. Début d'année 2022, le rendement en dividende était de 4%. La 7e semaine de l'année, il était à 4,6%.
La 17e semaine de l'année, il est bien monté jusqu'à 5,5%. Et ensuite, il est encore monté jusqu'à 6,8% la 24e semaine de 2022. Donc on voit que c'est juste énorme. Et dans ce cas de Simon Property Group, en 6 mois, le rendement en dividende est monté de 45%. Donc en fait, si tu investis aujourd'hui, bah, tu gagneras 45% de plus que celui qui a investi au début d'année. Donc on voit qu'investir en crise, bah, ça permet d'avoir des dividendes qui sont boostés sur le long terme, sachant qu'en plus que Simon Property Group augmente ses dividendes année après année, et donc en plus si tu commences avec un dividende qui est plus élevé que la moyenne, vu qu'ils vont encore l'augmenter, bah, tes dividendes vont exploser dans les prochaines années, tu pourras atteindre 10-12% de rentabilité sur le long terme. Et justement, en parlant augmentation des dividendes pour Simon Property Group, j'ai ici l'évolution entre 1994 et 2022 des dividendes. Entre 1994 et les années 2000, les dividendes sont plutôt stables aux alentours de 1,86$ par action. Ils sont bien montés jusqu'en 2008 pour atteindre 3,34$ par action, pour chuter en 2009. Ça c'est dû à un split d'actions, c'est-à-dire qu'on va couper les actions en plusieurs parts. Donc évidemment, on va également couper les dividendes en plusieurs parts, ce qui va diminuer le dividende versé tous les mois ou tous les ans par Simon Property Group. Il a atteint donc 1,61 en 2009, pour réexploser à la hausse en 10 ans jusqu'en 2019 à 8,3$ par action. C'est juste énorme. Il est diminué ensuite en 2020-2021, bon, le Covid est passé par là, mais il a chuté uniquement à 5,85$ pour repartir à la hausse en 2022 avec 6,5$ par action. Point très intéressant, c'est qu'en moyenne, Simon Property Group augmente son dividende de 11% par an. Donc ça, pour un investisseur, c'est super bien à savoir, ça veut dire que plus ça va aller, plus on va avoir des rendements élevés, et donc plus on va faire d'argent, et plus on fait d'argent, plus on va pouvoir le réinvestir pour en gagner davantage. Enfin, c'est tout simplement effet boule de neige. Autre indicateur important, c'est qu'une foncière cotée est obligée de reverser une grosse partie de ses bénéfices sous forme de dividendes. Si les dividendes augmentent régulièrement, c'est-à-dire que les bénéfices augmentent également régulièrement. Et si les bénéfices augmentent, bah, c'est plutôt bon signe, ils vont pouvoir réinvestir une partie, acheter par exemple d'autres biens immobiliers, et donc augmenter encore leurs bénéfices, et donc augmenter encore leurs dividendes. Pour un investisseur, c'est un cercle vertueux, on gagne de plus en plus d'argent, c'est évidemment tout bénef. C'est tout pour cette semaine, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir et ça permet de développer cette chaîne et donc de fournir des vidéos de meilleure qualité avec de meilleures analyses. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Moi je te dis à la semaine prochaine, 9h comme d'habitude. Allez, salut!